Bienvenue à ces journées du yoga, dans le cadre de la Journée internationale du yoga, qui présente des experts francophones qui parlent de ce qu'est le yoga. Je suis Gila Clara Kessous, ambassadrice pour la paix à l'UNESCO, et j'ai la chance de pouvoir être aujourd'hui la personne qui reçoit ces experts. Pour commencer, nous recevons Colette Poggi. Colette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur. Merci. Alors Colette, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes chercheure, vous êtes enseignante, vous êtes universitaire, vous êtes traductrice également, et puis vous aimez vraiment chercher la source, les choses dans la lettre, on va dire, puisque vous êtes également spécialiste de sanskrit. Alors j'aimerais vous dire, voilà, on va imaginer, pour commencer cette interview, qu'on parle à un petit enfant qui pose la question bête, c'est quoi le yoga ? Quand je dis c'est quoi le yoga, c'est pourquoi ces gens ils ont des postures bizarres, pourquoi ces gens ils ont des corps qui sont pas forcément droits, est-ce que ça fait mal ces postures? Explique-moi, Colette. Eh bien, je serais ravie qu'un enfant me pose cette question. Et comme nous sommes tous de grands enfants, on va essayer d'y répondre, chacun à sa façon. Tout d'abord, je pense que dans notre être, nous avons cette part d'enfance qui consiste à aimer découvrir, à aimer tenter l'aventure de la vie sous ses formes les plus étonnantes, les plus déconcertantes. Et il se trouve qu'un grand maître indien du XIIe siècle, qui s'appelle Goraksha, qui était aussi alchimiste, yogin et alchimiste, a écrit des versets. Et dans ces versets, il dit « Il y a autant de formes de postures que d'êtres vivants ». Et il me semble que, si je me souviens bien de ma petite enfance, j'aimais devenir papillon, devenir libellule, devenir une montagne, pourquoi pas. Et je pense que donc, dans ce jeu spontané, frais, plein de joie, que les enfants jouent justement pour s'exercer à la vie, pour apprivoiser le vivant, eh bien, dans ce jeu, on pourrait peut-être voir une analogie avec le yoga. Parce qu'après tout, le yoga, c'est sérieux, mais pas tant que ça. Je ne veux pas dire que ce n'est pas sérieux, mais je veux dire que quand on pratique le yoga, il faut avoir avec soi une sorte d'espace de liberté qui fait que, certes, on prend une forme, la forme, je ne sais pas moi, d'un arbre, la forme d'un lion, d'un chat, d'un chien, mais on sait qu'on joue. On n'est pas cela. Et je crois que cela est une force aussi après dans la vie, parce qu'on sait que tout ce que nous pouvons faire, tous les mots qui peuvent nous nommer, tous les rôles que nous pouvons assumer, et avec grand sérieux et sens de la responsabilité, en fait, ne résument pas notre essence. Voilà. Donc c'est ce que je dirais à un enfant, joue à vivre. Joue à vivre un poisson, joue à vivre un archer, voilà. Mais c'est ça. Et cela te donnera confiance en toi, et permettra de voir justement quelles sont les zones dans ton corps qui résistent, les zones fluides. Voilà. Et donc, entrer en contact avec soi-même, c'est aussi finalement se donner les possibilités ensuite de rentrer en relation avec les autres et avec l'univers. Donc l'art du yoga, c'est un peu l'art du comme si, du jouer à. Alors c'est se prêter, je pense, à une résonance. C'est entrer en résonance, c'est établir des connexions. Voilà. Je pense qu'il y a cet espace, comme dans l'espace du souffle d'ailleurs, où on est porté par le flux de plénitude quand on inspire, l'expiration qui permet justement un abandon, un lâcher-prise. On peut mourir un peu à soi-même. Et parfois, il n'y a pas que cela, il y a les deux temps. Par exemple, quand l'expire est fini, on peut prolonger cet espace, on peut entrer dans le mystère de nos fibres les plus profondes qui lâchent encore un peu, on relâche le relâchement, si on peut dire. Et dans cet espace-là, il n'y a rien.
Et ça, c'est peut-être l'essentiel du yoga. C'est peut-être pas se conformer justement à un nom, à une forme, mais je pense que l'asana, la posture, la pratique respiratoire, puisqu'il y en a vraiment de très nombreuses, les concentrations, les contemplations, sont comme des vaisseaux qui nous font passer d'un état, il faut le dire la plupart du temps, extérieur, dispersé, parfois égocentré, à un état justement plus centré, plus homogène et plus intérieur. Voilà. Donc ce sont des moyens, ce ne sont pas des buts en soi, puisque c'est ce qui explique d'ailleurs, à mon sens, l'extraordinaire diversité des pratiques du yoga. Puisque le yoga, évidemment, tout le monde le sait, c'est la jonction, c'est l'art de la jonction, mais à quoi ? Eh bien, il me semble en tout cas que c'est tout d'abord au-dedans de soi-même, se connecter comme les points d'un cercle, à la circonférence extérieure. Tous ces points n'ont leur harmonie, n'ont leur cohésion que parce qu'ils sont reliés par des rayons innombrables au centre. Et donc, dans la pratique, aussi diverse soit-elle, s'il y a cette intention justement de relier, en rejoignant l'intériorité, le cœur de l'être qui est invisible, intangible, imperceptible, alors ne serait-ce que cette intention peut nous aider à rentrer dans cette intériorité. Mais un écueil, je crois, serait de penser qu'une fois atteint cette dimension du centre, il faut se cantonner là, et donc s'extraire du monde, s'extraire de la vie, s'extraire des relations avec autrui. Il me semble, en tout cas, bien des grands maîtres du yoga l'ont dit, et des sages de l'Inde, qu'une fois perçue cette dimension profonde, qui n'est autre que l'absolu, que l'universel, eh bien, on n'est que plus fort, comme un enfant justement, pour infuser cet état perçu intuitivement peut-être, mais d'harmonie, et d'énergie d'harmonie, d'énergie d'apaisement, d'énergie de, comment on pourrait dire ça, pour faire du bien. Voilà, vers d'autres domaines autour de soi, par la parole, par si on est médecin parce qu'on soigne, si on est artiste parce qu'on crée, si on est pâtissier en faisant de la cuisine. Voilà. Et donc, de loin en loin, je pense qu'on peut laisser cette expansion de l'être rejoint, justement, dans le yoga. On est bien, ce qu'on appelle yukta, on est bien relié. Voilà. Et donc, l'action, après, est une expression spontanée de l'être. Voilà. On n'agit pas de façon velléitaire et pour affirmer son ego, mais on laisse cette dimension s'exprimer comme un musicien ou un chanteur improviserait. Alors, la première question, c'était sur l'enfance, et on comprend bien, lorsqu'on vous entend, cette connexion que le yoga peut avoir dans le fait de se mettre dans la position, la posture, mais également être connecté par ça à un tout. Vous avez parlé aussi de cette dimension cosmique du yoga. Mais alors essayons maintenant de ne plus parler en tant que petit enfant, mais parler un peu aux sceptiques, aux sages, à l'intellectuel, et à celui qui dit que finalement tout ça, c'est très beau dans le concept, mais qu'en est-il quand on voudrait être connecté à autre chose que le cosmos? Qu'en est-il de la société? Qu'est-ce que serait un yoga presque politique? Qu'est-ce que serait qu'un yoga ancré sous une forme sociétale? Est-ce que ça existe? Pas à ma connaissance, mais ça peut exister un jour. C'est un idéal, effectivement. Mais si on part du principe que chaque être, ça c'est vraiment du yoga, est un champ de transformation, comme on dit kshetra dans la Bhagavad Gita, si certains yogis ou yoginis, au féminin, ont cette puissance de conviction
Et cette énergie interne qui fait que les choses se transforment en transformant autrui, hein, par exemple, pourquoi pas les dirigeants politiques, puisque, eh bien, on peut évidemment espérer que cet état d'interdépendance, d'interrelation devienne le fait d'une prise de conscience. Parce que si nous comprenions que tout est interrelié dans l'univers et que, je ne sais pas, par exemple, notre pensée a des influences aussi sur notre comportement, qui a des influences évidemment sur l'état de la planète. Il y a une idée de globalité sur, je ne sais pas, les êtres justement qui sont de l'autre côté de la planète et qui sont dans une déshérence et extrêmement malheureux. Alors, ça, c'est un état de yoga. Il y a une image extrêmement intéressante dans l'imaginaire justement indien qui parle du treillis d'Indra. Un jour, un disciple sollicite son maître et lui dit « Je voudrais comprendre la nature du réel ». Et ce maître, en fait, c'est dans le contexte bouddhiste, mais c'est aussi du yoga, l'amène au paradis d'Indra. Et au paradis d'Indra, il voit soudain un immense treillis, un maillage de perles, dont chaque perle a, si vous voulez, 10 000 facettes. Et chacune de ces facettes reflète toutes les autres. Voilà. Et il lui dit, mais c'est cela le réel. C'est-à-dire qu'en nous-mêmes, dans notre ADN, dans nos mémoires oubliées, puisque nous sommes tissés d'inconscient aussi, et ça c'est l'Inde l'a su peut-être 3 millénaires avant Freud, eh bien, en nous-mêmes, nous avons une mémoire, Hubert Reeves l'a bien dit, mémoire d'étoiles, de galaxies, de tous les stades de l'évolution. Donc, effectivement, peut-être avec grande générosité, on pourrait imaginer un yoga qui, de proche en proche, transforme les êtres et soit une sorte d'antidote à cette volonté de puissance absolument folle qu'ont souvent certains dirigeants, ou même dans des petites entreprises parfois. Et en fait, l'ego, le sens du moi, dans les textes anciens qu'on appelle les Puranas, est en fait le diagnostic du chaos. Voilà. Pourquoi le monde qui est à l'origine, dans l'âge d'or, l'âge parfait, où tous les êtres vivent de manière harmonieuse, la nature est épanouie, etc. Pourquoi petit à petit y a-t-il une déperdition de ce principe d'harmonie, le ritam? Eh bien, ces textes disent très clairement, c'est le sens du moi, le sens de l'ego, qui devient de plus en plus prégnant et qui altère toute chose. Parce que du coup, l'être se constitue en cuirasse, ce sont des mots Kanchuka utilisés, et il voit l'autre comme un ennemi. Voilà. Et donc il y a une césure, alors que en réalité, il y a une continuité, une chaîne continue des êtres, on pourrait dire du cosmique à l'individu, et la société n'est qu'une étape. En fait, c'est un maillon, on pourrait dire. Et si l'homme ne laisse pas fondre ses cuirasses au soleil justement de la pratique du yoga, de la pratique de méditation, etc., eh bien, évidemment, ce ne sont que des êtres isolés. Ce que cherche le yoga, ce n'est pas du tout l'isolement, mais c'est le fait, en fait, de reconnaître en soi cette étincelle d'universalité. Cette étincelle d'universalité. Du coup, qu'est-ce que le yoga n'est pas? Dites-nous. Qu'est-ce que le yoga n'est pas? Beaucoup de choses. Je pense que ce que le yoga n'est pas, justement, c'est une adéquation à la forme extérieure, à la superficialité. Ce n'est pas essayer de faire mieux que le voisin sur son tapis. Ce n'est pas non plus une volonté de puissance, exercer une puissance, par exemple, du maître sur les disciples. Ce n'est pas non plus un commerce.
on peut évidemment aujourd'hui avoir un échange, c'est normal que tout travail soit rétribué, mais le yoga en essence est vraiment de l'ordre d'une transmission, c'est ce que disent les textes, de cœur à cœur et de souffle à souffle. Donc, si cela peut passer par une forme de posturale, c'est très bien. Si cela peut passer par une pratique méditative, c'est excellent. Donc, ce n'est pas, en tout cas, une quête, c'est pas une mode. Hein. Le yoga est né il y a peut-être 3000 ans, et sa force, c'est que c'est un art de la vie à l'état pur. Ce n'est pas un art qui passe par un objet comme la peinture, la musique. Voilà, ça travaille sur le corps, vraiment sur le souffle, sur le corps subtil et bien sûr sur la conscience. Et je pense que ce dernier terme, la conscience, dans le sens d'être conscient, c'est vraiment le mot-clé du yoga. C'est-à-dire devenir ouvert. Il y a un jour un sage qu'on appelle Kashyapa, il y a fort longtemps, à qui l'on demande mais qu'est-ce que c'est la pratique? Qu'est-ce que vous cherchez? Et il dit répond très simplement, c'est simplement la sensation d'être vivant. La sensation d'être vivant. Voilà, pas d'exercer, pas de faire. Si l'on fait, c'est très bien, mais seulement si c'est une expression naturelle. Voilà. Donc rien de forcé. Rien de forcé, pas de tension. Et j'avais un professeur qui disait aussi, n'essayez pas de trop bien faire. Parce que essayer de trop bien faire, ou de bien faire comme on nous a toujours appris, c'est peut-être pas mal du tout, mais ça, ça suscite une sorte de tension supplémentaire qui fait qu'on passe à côté de cette jubilation parfois de l'école buissonnière. Lorsqu'on a l'impression que l'on est là, que l'on vit pleinement, pour rien. Comme disait Maître Eckhart, la rose est son pourquoi. Voilà, il y a une sorte de gratuité de l'acte. On ne fait pas ça pour faire plaisir à son professeur, ni pour, je ne sais pas, pour être plus fort, plus souple. Non, pour rien. Et je trouve que dans ce rien, il y a soudain le tout. Ce qui doit émerger de cette pratique émerge. Alors pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas vraiment bien le yoga, quelle serait la posture, l'exercice que l'on peut faire? Quelque chose d'ailleurs que vous nous recommandez, mais que vous aimez particulièrement. Alors pour le yoga, en tout cas en asana traditionnel, moi personnellement j'aime bien, ça me fait beaucoup de bien, c'est donc très subjectif, la posture assise tout simplement, en lotus, les bras détendus, le ciel, j'allais dire le ciel connecté, non c'est pas, c'est ma tête connectée au ciel, mon bassin, mes jambes connectées à la terre, un peu comme dans ces très belles statues de Bouddha que l'on voit dans les musées ou en Inde évidemment, voilà, et quelque chose qui exprime une sorte de circulation de l'énergie tellurique, c'est-à-dire de la terre qui monte vers le ciel, comme dans un arbre, et du céleste qui descend vers la terre. Et donc notre axe central, notre axe médian, qui n'est pas forcément la colonne vertébrale, mais qui est un axe purement vibratoire, invisible, et qu'on appelle la Sushumna, en fait, reçoit ces influx d'énergie, ces ondes vibratoires. Et la Sushumna, justement, c'est quelque chose d'important par rapport au sanskrit, parce que dans Sushumna, on entend Mna, qui a donné mnésique, ce souvenir. Ah bon, mais quel rapport? Et alors le préfixe nous donne la clé sou. Et sou qui est répété 2 fois. Sou, sou, qui donne un petit suintement, sou, chou. Et sou, en sanskrit, cette langue plurimillénaire qui s'est diffusée évidemment, qui est le socle de toutes les langues indo-européennes, sou est devenu euphonie, eutonie, etc. Donc ça veut dire bon, bien, heureux.
Et ainsi, vous voyez, cet axe central donc, que l'on retrouve dans toutes les postures de yoga, et particulièrement dans celle justement du lotus, avec Sushumna. Sa Sushumna signifie donc ce dont il est bon, extrêmement bienfaisant de se souvenir. C'est-à-dire de cet axe médian qui nous traverse, hein, parce que ça ne s'arrête pas aux pieds ni au bassin, mais qui vient des profondeurs de la terre, hein, qui s'élance un peu comme un pilier cosmique ou comme un arbre sacré. Et de l'autre côté, cet influx céleste qui nous inspire, hein, vraiment. Voilà. Donc il est éminemment thérapeutique de se souvenir de cet axe médian, de ce centre qui n'est pas statique ni inerte, hein, mais qui est pure vibration. Pure vibration, vraiment le côté tout le temps mis en énergie, hein, se souvenir qu'on est vivant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Écoutez, merci profondément pour ces belles remarques vraiment d'inspiration sur le yoga. On va rappeler vos livres, qui ne sont pas des moindres. On les a ici. Alors, l'alchimie du yoga, selon Goraksha. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, c'est un texte du XIIe siècle. Goraksha est un des grands yogis qui est pratiquement aux origines du Hatha Yoga. Et donc, dans ce texte que j'ai traduit, qui fait 172 versets, il explique vraiment ce qu'est le yoga dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire posturale, de la méditation. Et ce qui est très beau, c'est cette progression justement qui va depuis la conscience-énergie jusqu'à l'incarnation, l'expérience de cela. Alors je lis l'identité du soi individuel et du soi suprême. Oui. Donc on retrouve cet axe tout à fait. entre justement le côté terrestre et puis le côté C'est-à-dire qu'on n'est qu'une goutte dans cet océan de vie de l'univers. Et c'est, en fait, je pense que c'est vraiment le but fondamental du yoga, de le faire ressentir, pas apprendre, pas lire, mais vraiment ressentir. Alors il faut le lire comme un texte, on va dire, mystique, spirituel, philosophique. Oui, mais philosophie pratique. Comme l'est la sagesse du yoga. Hein. Le yoga, c'est en fait une sagesse mise en acte, je dirais, hein, vécue. Alors, l'autre livre, bien sûr, c'est la Bhagavad Gita, donc celui qui est le plus récent, n'est-ce pas? Et donc, dans celui-ci, vous nous partagez la philosophie du yoga? Voilà, donc en fait, il s'agit dans ce livre de mettre en évidence comment aujourd'hui, pour les êtres que nous sommes, pour les contemporains que nous sommes, avec toutes ces péripéties que nous traversons aujourd'hui, toutes ces épreuves, la pensée de la Bhagavad Gita peut nous aider. Parce que la pensée de la Bhagavad Gita nous dit tout d'abord justement se recentrer. Le yoga, dit-il, est une action qui améliore les autres. C'est par cette pratique. Et comment surtout de grands sauveurs, je trouve, de grands héros de notre temps, comme Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Vandana Shiva, cette femme écologique, de l'écologie spirituelle et de la désobéissance créatrice, s'en sont inspirés vraiment profondément, pour dire qu'il faut agir avec ardeur, avec passion, mais aussi dans le détachement. Parce que l'essentiel, c'est d'œuvrer donc de manière altruiste, mais sans attendre les fruits pour nous-mêmes. Voilà. Et si on échoue, eh bien, on a échoué parce que le contexte était défavorable, mais on recommencera. Et tous ces grands, Nelson Mandela, Gandhi, etc., Martin Luther King, l'ont prouvé par leur action, vraiment indéfectiblement recommencer. Alors, vous citez Vimala-Thakar, ce que j'accomplis m'accomplit. Voilà, ce que j'accomplis m'accomplit, exactement. Ce que nous faisons tous dans la vie, à tous les niveaux, vraiment. Magnifique, on termine par une réédition. Le sanskrit souffle et lumière, très beau livre. Alors, le sanskrit souffle et lumière parce que le son en sanskrit est
vraiment fondamentale. Ce n'est pas tant une langue écrite, elle l'a été bien sûr, mais à l'origine c'est une parole vibrée, hein, parce que vraiment l'essence de la parole c'est la vibration. Et donc les voyelles se disent justement lumière, svara, hein, évidemment, et le souffle porte la parole. Mais dans ce livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer, comment dire, dans tout l'imaginaire du sanskrit, ce qui peut aujourd'hui nous concerner, par exemple lorsqu'on pratique le yoga et qu'on emploie tous ces mots, asana, prana, etc. C'est du sanskrit. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était une joie vraiment de dialoguer avec vous. À très bientôt pour une prochaine intervention d'un prochain expert dans le cadre de ces journées du yoga. Merci encore. Merci.